Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers collègues, on continue le cours d'exacerbation de PPCO. Dans cette dernière partie, on va voir la conduite à tenir, prise en charge soit en ambulatoire, soit en milieu hospitalier de ces exacerbations. Toujours vous allez trouver tous les supports dans la description pour télécharger. Toujours je vous invite à abonner chers amis pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. N'oubliez pas, maximum de j'aime, maximum de partage et c'est parti. Comme on avait dit précédemment, pour la prise en charge thérapeutique, la majorité de ces exacerbations, heureusement, 80% de ces dernières, nécessitent une simple prise en charge en ambulatoire. Heureusement. Mais certains, 20% qui restent, elle est mortelle, voire fatale. Donc, le rôle de l'information du patient et de son entourage sur les signes de gravité, il doit être incité. Je répète, 80% de ces exacerbations sont bénignes, mais malheureusement, certains, ce qu'on a vu, les exacerbations sévères peuvent être mortelles. Donc, tout patient, même traité en ambulatoire, s'il a des signes de gravité dans les 72 heures, voire 24 heures, 72 heures de ce traitement-là, il doit reconsulter pour réévaluer leur état d'exacerbation, voire être traité soit en milieu hospitalier, voire, comme on avait dit, en unité de soins intensifs. Maintenant, quelles sont les indications de l'hospitalisation? Donc, les signes de gravité respiratoire, les signes cardiovasculaires, les signes neurologiques, c'est tout ce qu'on a vidé dans la partie précédente. Vous pouvez la consulter à tout moment. L'aggravation rapide des symptômes, c'est parmi les critères de gravité. Le sujet qui est à risque, le sujet qui a plusieurs comorbidités, comme on a déjà cité. La BPCO, généralement, s'observe simultanément avec de multiples comorbidités. Donc, un patient qui risque de décompensation grave, il doit être hospitalisé. Les comorbidités, comme on avait dit, cardiovasculaires, l'obésité, les troubles de sommeil. Un patient qui est très exacerbateur, comme on avait vu dans la classification de PPCO. Un patient très exacerbateur, 3 exacerbations par an. Donc, ça a été un patient très exacerbateur. Il nécessite la prise en charge en milieu hospitalier. Et comme on avait dit précédemment, le rôle de la dénutrition. Donc, un patient qui a un poids inférieur à 85% du poids idéal, donc c'est une indication. Donc, le rôle de la dénutrition, lorsqu'on dira dénutrition, on parlera d'une hypoprotéidémie, donc diminution de l'immunité. Et généralement, comme on avait dit, c'était les infections qui causent ces exacerbations. Donc, ce patient, il ne pourra pas lutter contre, il ne pourra pas défendre contre ces exacerbations, ces infections. Il nécessite la prise en charge en hospitalisation. D'autres causes sont la colonisation par un germe résistant, la corticothérapie systémique au long cours, donc l'immunodépression qui est provoquée, l'oxygénothérapie au long cours, tout ça est à garder par cœur. C'est fréquemment posé comme question d'examen, donc les critères d'hospitalisation sont à retenir par cœur. Donc l'oxygénothérapie, la corticothérapie, l'échec du traitement ambulatoire, bien sûr, dans les 24 heures, 72 heures, ça nécessite une hospitalisation. L'incertitude du diagnostic, l'âge avancé, plus de 70 ans, faites attention dans vos cas cliniques, un terrain fragilisé, un patient, je répète, sous corticothérapie, voire immunosuppresseur, nécessite hospitalisation. Et dernièrement, les antécédents de séjour en réanimation pour des exacerbations et des comorbidités. Donc tout ça sont des critères d'hospitalisation, je répète, qui sont à retenir par cœur. Dernièrement, pour la prise en charge, il s'agit de deux types. Il y a deux prises en charge, soit en ambulatoire, c'est 80% des cas, soit, deuxième cas, prise en charge qui est hospitalière. Premièrement, pour la prise en charge en ambulatoire, heureusement, je répète, elle est indiquée dans la majorité des cas, 80% des cas. Elle nécessite à renforcer le traitement de fond. Et c'est les bronchodilatateurs, c'est les bêta-2 mimétiques. Je vous consulte à consulter le cours de l'asthme. On a parlé du traitement de fond et le rôle pour limiter les exacerbations. Donc c'est la même chose là, renforcer le traitement de fond dans la BPCO. Et c'est les bronchodilatateurs, donc à longue durée d'action, c'est les LABA qui sont le traitement pour la BPCO. Donc les bêta-2 mimétiques, c'est le traitement de choix. C'est le traitement de fond, c'est le traitement aussi d'exacerbation. L'antibiothérapie, parfois, et elle est
non systématique, elle est prescrite s'il s'agit là d'un terrain infectieux et c'est généralement les infections donc viraux qui prédominent le tableau des exacerbations. Donc on a l'antibiothérapie devant les quatre germes qu'on a déjà cités précédemment, j'espère que vous avez retenu. Donc l'indication de l'antibiothérapie aussi, l'identification de la cause de cette exacerbation. Donc sans traiter les comorbidités, sans traiter les causes, il n'y a pas de rémission. Et le rôle de l'éducation du patient pour les techniques d'utilisation des dispositifs inhalés. Ça, on avait vu dans l'asthme. Parmi les causes de la non-efficacité du traitement, c'est la malprise, la maléducation du patient pour bien concernant les méthodes de prise du traitement, donc surtout les corticothérapies inhalées ou bien les bêta-2 mimétiques inhalés. Donc le rôle de l'éducation du patient afin de mieux prendre ces aérosols doseurs. Et dernièrement, préconiser le contrôle toujours, je répète, à 72 heures, une évolution qui est défavorable chez un patient qui est traité en ambulatoire, comme on a déjà cité précédemment. Elle nécessite de passer au deuxième type, ou bien au deuxième stade, qui est la prise en charge au milieu hospitalier. Donc pour la prise en charge ambulatoire, c'est les bêta-2 mimétiques pour renforcer le traitement de fond afin de garantir la rémission. S'il s'agit d'une mauvaise amélioration ou bien une évolution défavorable dans les 72 heures, ça nécessitera la prise en charge en milieu hospitalier. Maintenant, pour la prise en charge en milieu hospitalier, donc, elle est prescrite en cas d'échec d'un traitement ambulatoire, voire dans des crises qui sont, je répète, modérées voire sévères. Le traitement de cette exacerbation, le rôle, c'est de diminuer le taux de mortalité malheureusement, qui est élevé devant les crises, surtout les crises sévères. Le traitement consiste de faire un désencombrement bronchique, surtout en la nébulisation, pour lever ce désencombrement, ce spasme, qui est la cause de cette exacerbation du PPCO. L'oxygénothérapie, là, elle est indiquée en nébulisation. Elle est prescrite soit de 1,5 litre ou 2 litres par minute pour avoir une saturation entre 88 et 92. Donc, des saturations inférieures à 92%, c'est parmi les critères de l'oxygénothérapie. Tout ça, on avait dit dans l'asthme. Donc, des saturations inférieures à 82%, 92% plutôt, ça nécessite l'oxygénothérapie par nébulisation chez ou bien dans un milieu hospitalier. Aussi, comme traitement de fond, on ajoutera les bêta-2 mimétiques inhalés à courte durée d'action. Ça, c'est c'est le traitement de première intention pour lever l'urgence. Donc, je répète, on utilisera les SABA, donc les corticothérapies inhalées à courte durée d'action. Donc, ça, c'est en première intention pour un traitement d'urgence et on utilisera le bêta-2 mimétique ou bien les LABA, les bronchodilatateurs à longue durée action comme un traitement de fond. Ne confondrez pas entre les SABA et les LABA. Tout ça, on a vu dans l'asthme. Donc, on utilisera un aérosol doseur jusqu'aux 12 bouffées. Gardez ce chiffre en tête. Donc, en cas de traitement hospitalier, on peut avoir ou bien on peut administrer jusqu'aux 12 bouffées de aérosol et bêta-2 mimétique à courte durée d'action. La nébulisation aussi peut être prescrite associée à des anticholinergiques. Donc, si on vous pose la question, parmi les traitements ou bien dans la prise en charge hospitalière, vous allez cocher premièrement la levée de l'obstacle, les encombrements, l'oxygénothérapie. Faites attention dans vos cas cliniques s'il s'agit d'une désaturation inférieure à 92. Donc, vous allez ajouter l'oxygénothérapie. Les bêta-2 mimétiques sont à cocher aussi. Les anticholinergiques aussi sont des traitements au milieu hospitalier. Et même la voie inhalée. Plutôt, c'est la voie inhalée qui est privilégiée par rapport à la voie systémique. Donc, faites attention. C'est le spasme qui est la cause de cette exacerbation. On préférera toujours la voie inhalée. Donc, on a de l'oxygénothérapie, les LABA, et les SABA, les bêta-2 mimétiques de courte durée d'action, jusqu'aux 12 bouffées, en association avec les anticholinergiques. Et toujours, c'est la voie inhalée qui est privilégiée.
d'autres méthodes ou bien d'autres thérapeutiques, donc les anticholinergiques inhalés, la corticothérapie systémique, donc 0,5 mg par kilogramme par jour de courte durée. On peut ajouter l'antibiothérapie, donc en cas de cause qui est infectieuse toujours, un anticoagulant de dose préventive pour éviter les comorbidités ou bien les accidents cardiovasculaires. La kinésithérapie, le rôle de la kinésithérapie, n'oublie pas ça dans la prise en charge en milieu hospitalier des exacerbations. L'hydratation, le support nutritionnel. Donc, on avait parlé du rôle de dénutrition dans ces exacerbations. Généralement, un patient qui est BPCO chronique, donc il a une dénutrition. Donc, la rénutrition, c'est parmi les méthodes ou bien les modalités thérapeutiques de la prise en charge et elle la sent pas. Traiter la cause qui est déclenchée, donc soit la pneumonie par l'antibiothérapie, soit un pneumothorax, on va voir ça prochainement dans nos prochains intitulés, ou bien une décompensation cardiovasculaire, une insuffisance ventriculaire gauche, toujours les terrains de comorbidité, rechercher les comorbidités, et comme on a vu précédemment dans les critères de gravité, un pH qui est inférieur à 7,3, voire 7,1, c'est grave. Là, ça nécessite une ventilation mécanique. Pourquoi je répète par il est inducteur d'une acidose métabolique qui peuvent être mortelle. Donc, c'est l'augmentation de la pression de CO2, c'est l'hypercapnie qui est le critère grave là. Ça va donner une acidose métabolique grave qui est non décompensée et qui peut engendrer, bien qui peut engager le pronostic vital. Donc, c'est pas l'hypoxie qui nous craint le maximum, c'est l'hypercapnie, je répète. Elle est inducteur d'une acidose métabolique qui nécessite une ventilation mécanique. Donc, faites attention dans vos cas cliniques. S'il s'agit d'une désaturation, c'est une indication à l'oxygénothérapie. S'il s'agit d'un pH acide inférieur à 7,35, donc là, ça nécessite une ventilation mécanique. S'il s'agit d'une comorbidité cardiaque, ça nécessite un traitement anticoagulant. S'il s'agit, je répète, d'une cause infectieuse bactérienne, donc là, ça nécessite le recours aux antibiotiques. Donc faites attention dans vos cas cliniques, c'est selon le contexte que vous allez utiliser toutes ces modalités selon le cas de votre patient. Donc si on récapitule, donc l'oxygénothérapie, les bêta-2 mimétiques en milieu hospitalier, la corticothérapie dans certains cas, la kinésithérapie avec la rénutrition, donc toujours elle est indiquée devant une exacerbation de PPCO, et traiter la cause, soit pneumonie par l'antibiothérapie, un pneumothorax par un drainage qu'on va voir prochainement. Et n'oublie pas les deux critères, donc oxygénothérapie en cas de désaturation inférieure à 92% et une ventilation assistée s'il s'agit d'une hypercapnie associée à une acidose métabolique qui peuvent être mortelles. Donc ça, c'est tous les points forts concernant les deux modalités qui sont à retenir par cœur, soit la prise en charge en ambulatoire et la prise en charge même en milieu hospitalier. Donc j'espère que c'est clair jusqu'à maintenant. Passons maintenant à l'antibiothérapie. Notez bien, ça c'est à retenir. L'antibiothérapie, notez bien ce terme, elle est probabiliste. Elle est indiquée s'il s'agit d'une franche virulence de crachat, une fièvre qui est supérieure à 4 jours, tout ça on a vu précédemment, une BPCO qui est très sévère, un VMS inférieur à 30%, donc ça c'est à retenir aussi les critères de faire la remise vers une antibiothérapie. C'est premièrement, je répète, le PU, donc qui témoigne d'une infection bactérienne dans les crachats, fièvre supérieure à 4 jours, un VMS qui est très diminué, voire inférieur à 30%, les comorbidités surtout cardiaques, donc qui sont menaçantes, elles vont menacer le pronostic vital. On ne risque pas de ne pas administrer d'antibiothérapie. On prescrit une antibiothérapie de façon, je répète, qui est probabiliste. Donc même si elle ne va pas aider le patient, ça ne va pas le porter. Donc, elle n'a pas d'effets secondaires. Donc un patient qui a des comorbidités, un patient qui est fragilisé, c'est une indication à l'antibiothérapie qui est probabiliste, je répète, devant un moindre critère de doute.
Pourquoi? Parce que le pronostic vital là, il est mis en jeu. L'existence des signes de gravité, c'est tout ce qu'on a vidé dans la partie précédente. Et les antécédents de colonisation ou des infections par surtout, ça on a vu dans les pneumonies nosocomiales, donc le Pseudomonas aeruginosa qui est très résistant aux antibiotiques. Donc c'est un germe très virulent. Donc je répète, les critères d'antibiothérapie qui est probabiliste, donc soit du PU, faites attention dans vos cas cliniques, l'existence du PU dans le crachat, fièvre supérieure à 4 jours, elle est très évocateur, on a dit, un VMS effondré à 30%, les comorbidités, les signes de gravité et surtout les critères, la notion d'existence de colonisation par le Pseudomonas aeruginosa. C'est pour cela on a dit précédemment qu'un patient qui est très exacerbateur, il y a plus de 3 hospitalisations par année, il a le risque d'attraper le Pseudomonas aeruginosa qui est très résistant. Là, dans le support, il existe les modalités ou bien le protocole pour administrer cette antibiothérapie. Donc, comment on va utiliser ces antibiothérapies? Donc, premièrement, comme on avait dit, rechercher les facteurs de risque. S'il ne s'agit pas des facteurs de risque, vous pouvez prescrire l'amoxicilline, les macrolides, pristinamycine, doxycycline, sulfaméthoxazole, trimethoprim et les céphalosporines de première génération. Donc ça, c'est le premier cas. Un patient qui est classé A, non exacerbateur, il n'y a pas de comorbidité ni des facteurs de risque. Si le patient, il est exacerbateur fréquent, s'il a le recours aux corticothérapie systémique de long cours, un patient immunodéprimé, hein, donc l'immunodépression iatrogène, la notion de comorbidité, un terrain fragilisé, les antécédents de pneumonie, là, vous allez passer à des molécules qui sont plus puissantes. Donc, c'est l'association amoxicilline acide clavulanique, céphalosporine de 2e génération, voire 3e génération. Et s'il s'agit d'échec de ce traitement qui est probabiliste, donc là, vous allez administrer. Donc, s'il y a échec, recherchez le germe dans un examen cytobactériologique des crachats. Concernant l'antibiothérapie, elle est à prescrire selon les facteurs de risque. Après ça, vous allez faire une réévaluation dans les 12 voire 24 heures. S'il s'agit d'une bonne évolution, donc maintenir le traitement pendant quelques jours, contrôle un mois plus tard, plus un examen fonctionnel respiratoire. S'il n'y a pas une bonne évaluation, s'il n'y a pas d'amélioration, malheureusement, nous sommes devant une exacerbation qui est sévère, ça on avait vu précédemment. Donc là, le patient, il va être parmi les critères d'administrer à un patient une unité de soins intensifs, c'est l'échec d'une antibiothérapie probabiliste, voire guidée par un examen cytobactériologique et crachat. Après 24 heures, si le patient n'améliore pas, c'est une indication à la prise en charge en unité de soins intensifs. Et là, c'est les critères, ou bien le patient, il nécessite une intubation, une assistance ventilatoire mécanique, voire une ventilation non invasive selon le cas. Donc, premièrement, s'il ne s'agit pas de facteurs de risque, amoxicilline, macrolide, comme on a vu précédemment. S'il s'agit des facteurs de risque, on utilisera une association des molécules qui sont plus puissantes, amoxicilline, acide clavulanique, céphalosporine de 3e génération. S'il s'agit d'échec, on va faire un examen cytobactériologique, crachat, rechercher l'agent pathogène. S'il ne s'agit pas d'une bonne amélioration, s'il n'y a pas de bonne amélioration, même avec une antibiothérapie guidée par un examen cytobactériologique des crachats, là, vous allez passer, le patient, il va passer par une unité de soins intensifs selon ce protocole et il nécessite l'intubation, voire la ventilation non invasive selon le cas. Donc, votre conduite à tenir va suivre le protocole qui est indiqué dans le support. J'espère que c'est clair pour vous. Avant de conclure, on va voir le suivi. Là, c'est un tableau récapitulatif des modalités qu'on avait déjà vues précédemment. Traitement, soit en ambulatoire, soit en hospitalisation. Pour le suivi, donc toute exacerbation impose un renforcement et un suivi clinique. Les symptômes, l'handicap,
Et là, une exploration fonctionnelle respiratoire, c'est la spirométrie à distance, comme on avait vu précédemment. Donc, c'est le VMS qui nous permet de suivre l'évolution de cette pathologie, voire l'exacerbation. La nécessité, je répète, de l'éducation du patient, savoir utiliser les traitements, les nébulisations et les aérosols doseurs, reconnaissance et traitement des exacerbations ultérieures, la réhabilitation respiratoire essentielle. C'est comme on avait vu dans le cours précédent dans le BPCO. Donc, parmi les modalités du traitement et du suivi, c'est la réhabilitation respiratoire, l'exercice pour adapter les poumons, pour améliorer, bien pour permettre aux poumons d'adapter ce déclin de VMS. Et toute exacerbation impose une consultation chez le médecin traitant le mois suivant. Donc, c'est le rôle du suivi, c'est le rôle surtout de l'éducation de ces patients, malheureusement qui ont mauvaise observance au traitement, mauvaise observance ou bien mauvaise hygiène de vie. Donc, c'est le rôle, je répète, de l'éducation du patient concernant l'utilisation des dispositifs, voire aussi le suivre de son état et de reconnaître qu'il est un exacerbateur fréquent et anticiper pour prévenir les prochaines exacerbations. Donc ça, c'est pour le suivi. Et comme dernier titre pour le pronostic, donc on a dit que 80% de ces exacerbations, heureusement, nécessitent une prise en charge en ambulatoire, mais malheureusement, il s'agit d'un taux de mortalité devant des crises qui sont modérées voire sévères. Donc, les exacerbations avec hospitalisation dans les 12 derniers mois sont un facteur de risque de mortalité, malheureusement. Et un patient qui est exacerbateur, donc avec fréquence annuelle, plus de 3 exacerbations par année, malheureusement, là, il s'agit du mauvais pronostic. Donc, c'est pour cela qu'on a insisté sur la classification dans les parties précédentes de la BPCO. Donc, si on récapitule, l'exacerbation de BPCO, heureusement, 80% des cas nécessitent un simple traitement ou bien prise en charge ambulatoire. Malheureusement, il s'agit de 20% des cas. En cas de résistance, un germe résistant, en cas de fréquence annuelle d'exacerbation plus de 3 par année, donc le patient il va rattraper le Pseudomonas aeruginosa et ça va développer une résistance à l'antibiothérapie. Les terrains de comorbidité, malheureusement, tout ça, c'est du mauvais pronostic. Donc, plus de 3 exacerbations par année, une hospitalisation dans les 12 mois derniers, tout ça, c'est du mauvais pronostic. Donc, malheureusement, en 5% des cas, il s'agit de mortalité. Donc, ça, c'est tout pour la prise en charge. Dernièrement, vous avez deux algorithmes. Le premier pour la prise en charge d'une exacerbation de BPCO en ambulatoire. Et le deuxième, c'est l'algorithme de la prise en charge des exacerbations en milieu hospitalier. Il résume tout ce qu'on avait dit dans l'exacerbation. Donc, ça, c'est tout pour l'exacerbation. J'espère que les parties précédentes sont utiles. J'espère que maintenant vous pouvez savoir traiter ou bien administrer un traitement soit en ambulatoire, soit en milieu hospitalier. On continuera ces série des vidéos prochainement. Et notre prochain intitulé sera le pneumothorax, une urgence vitale. Donc toujours de bon courage dans vos préparations, chers amis. On se rencontrera très prochainement et à la prochaine.